ça marche. Bonjour à tous. Comme vous voyez, j'aime bien les rituels et on ouvre les séances de l'Académie nationale de chirurgie en rappelant nos origines, c'est-à-dire la Société royale de chirurgie fondée pour les chirurgiens du roi Louis XIV, pour les récompenser. C'est Louis XV qui a été un peu notre ancêtre, qui a créé cette Société royale de chirurgie qui est devenue l'Académie nationale de chirurgie. Voilà, donc on se reconstitue toujours un peu nos racines, d'où venons-nous et où allons-nous? Eh bien, on va vers une nouvelle chirurgie, la chirurgie régénératrice, tissulaire, dont on va parler, ça va être un des sujets de notre réunion de cet après-midi. Et on est très heureux donc d'accueillir les collègues, les chirurgiens plasticiens qui vont illustrer donc cette séance assez intéressante parce qu'elle mélange plusieurs disciplines, la chirurgie de l'amaigrissement par exemple et la chirurgie de reconstitution pariétale à différents niveaux. Alors, je tiens à souligner que cette séance a été soutenue par un don de la société Regenlab, qui est une société suisse, italienne et française maintenant, qui travaille justement sur les différents systèmes de régénération tissulaire, en particulier à partir de tissus autologues, que ce soit par exemple le plasma, riche en plaquettes et les facteurs de croissance qui vont permettre d'améliorer par exemple la cicatrisation des plaies. Donc c'est un sujet qui intéresse tous les chirurgiens, améliorer la cicatrisation. Et puis la reconstitution tissulaire, volumique, en tension, etc., qui est aussi une partie que l'on doit à de nouvelles approches de l'utilisation des adipocytes. Donc voilà, donc ce sera beaucoup de sujets, et donc on tient à remercier donc la Société Regenlab qui devient un des mécènes de l'Académie nationale de chirurgie à cette occasion. On aura d'autres réunions dans lesquelles on pourra aussi montrer que cette société développe des processus de recherche qui nous concernent tous les chirurgiens. Voilà. Traditionnellement, monsieur le secrétaire général, tu as peut-être un mot d'introduction? Non, juste pour rappeler que c'est tenu donc hier le dîner de l'Académie, qui est toujours un moment très convivial. Il faut remercier à cette occasion notre assistante, Luciane Puc, qui a beaucoup œuvré pour son organisation. Et puis qu'on a discuté au bureau ce matin la possibilité d'élargir à des partenaires ou à des jeunes chirurgiens non encore membres de l'Académie la possibilité de venir à ce dîner, enfin voilà. Très bien. Merci. Alors traditionnellement, nous ouvrons notre séance par un rappel des contenus de la précédente, et donc c'est notre secrétaire de séance qui va donc faire ce compte-rendu. Merci. Georges. Merci. Moi, je profite de cette prise de parole pour souhaiter à tous nos amis, collègues, confrères de confession juive une bonne année et un Yom Kippour, donc surtout à mon ami Jean-Pierre Rosenbaum, je profite de cette occasion-là. Tu peux m'associer parce que je crois avoir à peu près la même origine religieuse. Mais nous n'avons pas tous la même pratique religieuse. Moi, je suis là. J'allais terminer par le président. Merci. Bonne année et bonne fête. Merci beaucoup. C'est vrai, là, tu me permets de dire un tout petit mot. Moi, je suis d'abord un républicain et donc je considère que ma religion, c'est une affaire privée. Je la pratique à ma manière, c'est-à-dire, bon, je ne vous dirai pas laquelle, mais vous avez bien compris. Mais évidemment, c'est vraiment un jour très important pour la communauté juive et donc je suis complètement associé à ceux qui pratiquent dans le détail les préceptes de cette religion. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, la séance précédente donc, était consacrée aux greffes et aux transplantations. C'est assez passionnant. On va commencer par la première présentation de M. Timsit Marc-Olivier, qui concernait la pénurie d'organes et les stratégies médicales pour contrecarrer cela. Chaque année, le nombre de nouveaux patients inscrits sur la liste d'attente de transplantation dépasse le nombre de patients transplantés, conduisant à un allongement permanent de la liste d'attente. 204 patients sont décédés en attente de greffe. L'élaboration de critères élargis en 2003 a permis d'augmenter le nombre de transplantations à partir de donneurs décédés. L'amélioration des techniques permet de greffer des reins ayant souffert d'absence de perfusion chez des donneurs décédés d'arrêt cardiaque. Ces patients greffés ont un pronostic meilleur que s'ils étaient maintenus en dialyse.
D'autres stratégies sont développées pour lutter contre la pénurie à partir de donneurs vivants, comme l'élargissement du cercle, des dons croisés, les transplantations ABOI et DSA+. La modification des lois de bioéthique, telles l'autorisation du don non dirigé et la lutte contre l'opposition au don, contribuent également à réduire ce problème de pénurie. Les récents développements en ingénierie tissulaire et édition du génome ouvrent de grandes perspectives d'organes bio-artificiels et de xénotransplantation. Il y a eu pas mal de commentaires, et en commençant par le vice-président Pascal Richman, qui était co-coordinateur de cette séance, qui a insisté sur l'inégalité régionale existante dans l'organisation des dons à l'intérieur des structures hospitalières. Le président qui avait posé la question, quel est le besoin en nombre de prélèvements estimé à 6 000 environ, mais il y avait toujours des difficultés pour les groupes rares. Le coordinateur, M. Xavier Gamet, avait insisté sur le fait qu'il était nécessaire d'améliorer la logistique du transfert d'organes, avec en particulier la disponibilité d'un bloc opératoire. Et M. Jacques Beaulieu, qui s'interrogeait sur le taux de refus important des familles, et insiste sur la nécessité de rédiger les directives anticipées du vivant. La deuxième présentation par M. Julien Branchereau de Nantes sur l'évolution des moyens de procéder de conservation des transplants rénaux et pancréatiques. En transplantation rénale et pancréatique, la période entre le prélèvement du transplant chez les donneurs et sa revascularisation chez le receveur est une période particulièrement critique. Il s'agit en effet d'une période d'ischémie avec arrêt de la chaîne respiratoire mitochondriale par défaut d'oxygène, déplétion des stocks d'ATP intracellulaire et mise en place de la voie anaérobie avec production de lactate. Cette cascade d'événements est responsable d'une perte de fonction des organes. De plus, les transplants sont au cours de la période d'ischémie le siège d'une inflammation innée qui s'aggrave dans un second temps pendant la reperfusion, avec secondairement le recrutement de médiateurs de l'immunité adaptative. La préservation des organes est principalement basée sur la mise en hypothermie des organes afin de diminuer le métabolisme basal cellulaire pour obtenir à 4 degrés un métabolisme basal de l'ordre de 10% par rapport à une situation physiologique. La préservation en hypothermie statique ne permet cependant pas d'inverser la cascade d'événements décrits ci-dessus liés à la déplétion en oxygène. Ainsi, il existe actuellement un développement des techniques de préservation visant à apporter de l'oxygène au transplant tout au long de la préservation. Des techniques innovantes comme la perfusion hypothermique, plus ou moins enrichie en oxygène, les transporteurs d'oxygène, mais également la circulation régionale normothermique in situ ou la perfusion normothermique ex situ sont deux temps de techniques en cours de développement et qui présentent de nombreuses potentialités. En commentaire et questions, Jean-Pierre Rosenbaum avait évoqué le transplant optimal adapté à la survie du patient. En effet, la réponse était oui, effectivement, les transplants étaient utilisés de manière à favoriser les personnes. Il y avait une survie prolongée et les transplants qui étaient, entre guillemets... L'appariement par l'âge. Pardon ? L'appariement par l'âge. Oui, donc la réponse était effectivement l'appariement par l'âge et la durée de survie. Oui, c'est ça. Jean-Christelle Roussel a parlé des xénogreffes et des organes transgéniques. Les organes porcins transplantés chez l'homme ou les primates non humains sont des xénogreffes discordantes qui subissent un rejet hyperaigu. Les humains possèdent des anticorps naturels préformés contre 3 antigènes glucidiques exprimés à la surface des cellules porcines. Pour surmonter le rejet hyperaigu et les mécanismes de rejet ultérieurs, une pléthore de modifications génétiques a été introduite dans le génome porcin dans le but d'éliminer des épitopes, d'inhiber l'activation du complément par l'expression transgénique de protéines régulatrices du complément humain, de prévenir les dysfonctionnements de la coagulation par l'expression transgénique de protéines régulatrices de la coagulation humaine, d'inhiber l'activation des cellules NK humaines, macrophages et lymphocytes et de diminuer l'inflammation, de contrôler le CMH porcin et d'éliminer des rétrovirus du génome porcin. Ces modifications génétiques associées à une immunosuppression spécifique ont permis la réalisation de la première transplantation de cœur de porc chez l'homme le 7 janvier 2022 à Baltimore. Jacques Beaulieu, dans une petite intervention, a parlé du support dans la période d'attente par rapport à l'utilisation des xénogreffes.
par rapport à l'expérience du laboratoire de la Croix-Rousse à l'époque sur la transplantation temporaire des foies de porc dans les situations qui a été arrêtée à cause du risque de transmission des rétrovirus à l'époque. On passe à la 4e présentation avec M. Nicolas Doumer sur la transplantation rénale robot-assistée, une nouvelle approche pour les patients obèses. La transplantation rénale avec donneur vivant est considérée comme le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique. En effet, la survie des transplants provenant d'un donneur vivant est significativement meilleure que celle des transplants prélevés sur un sujet décédé. En 2009, la première transplantation rénale laparoscopique robot-assistée a été réalisée par Giulianotti et al. À Chicago. Depuis, plusieurs centres ont développé cette technique en proposant différentes voies d'abord, tout en ciblant une population de receveurs obèses, sujets plus fréquemment exposés aux complications post-opératoires. À une époque où la chirurgie robotique, grâce à la technologie endoriste et à la vision 3D, a prouvé son avantage dans de nombreuses interventions chirurgicales, le développement de la transplantation rénale laparoscopique robot-assistée permet de diminuer les complications post-opératoires, notamment pariétales, tout en assurant des résultats fonctionnels comparables à ceux de la voie ouverte. M. Guillaume Pourchet a évoqué le rôle de la cœlioscopie dans ce domaine, et la réponse était qu'il y avait un problème pour la réalisation des sutures. Hubert Joannet, notre secrétaire général, pourquoi pas une incision sous-ombilicale plutôt que la sus-ombilicale présentée dans la communication? La réponse était qu'en robotique, il valait mieux être plus haut au niveau de l'optique. Et bon, je pense qu'il y avait eu un problème avec Jean-Claude au final, il n'y avait pas de son, donc là, je n'ai pas continué. Et pour finir, M. Lionel Badet, qui a parlé de la greffe pancréatique et des îlots de Langerhans, qui était une présentation extrêmement intéressante. Donc, en matière de transplantation pancréatique, il n'y avait pas de pénurie d'organes. Le pancréas a une double fonction endocrine et exocrine, comme on le sait bien, et les techniques de greffe doivent prendre en compte cette dualité. Plusieurs types de greffes existent. La première, la SPK, greffe simultanée de rein et de pancréas, qui est utilisée dans la grande majorité des cas pour les diabètes de type 1 avec IRCT. La PAK, avec greffe de pancréas après greffe de rein, le plus souvent donneur vivant de rein. Et la troisième, la PTA, greffe de pancréas seul, dans le cas des diabètes instables. Concernant la greffe des îlots, sa légitimité repose sur sa faible morbimortalité, réalisée par une procédure minimalement invasive, avec transplantation du tissu nécessaire uniquement, avec une charge antigénique minimale. Contrairement à la greffe de pancréas totale, cette greffe est faite actuellement surtout de manière isolée dans le cas de diabète instable. Cette greffe des îlots de Langerhans est une thérapeutique qui a démontré son efficacité pour les patients avec un diabète instable menaçant le pronostic vital et après une greffe de rein, les résultats se rapprochant de ceux de la greffe de pancréas avec une moindre morbidité. Dans l'avenir, la greffe d'îlot remplacera probablement celle du pancréas. Il faudra aller vers une optimisation de la survie des cellules bêta transplantées, ce qui constituera une source inépuisable, surtout en cas de xénogreffe. Je vous remercie. Alors, cette séance, il faut remercier Pascal Richman, notre vice-président, qui a été coordonné par l'AFU, en fait, qui représente les urologues. Et une très belle séance typique d'une séance académique qui représente l'ensemble de la recherche dans un domaine français, dans un domaine difficile, qui est donc ces innovations en matière de greffe, rein, pancréas et le Langerhans, c'était vraiment remarquable. Et on avait donc Nantes, Lyon, Toulouse, évidemment, et Paris, qui étaient représentés. Donc c'était vraiment un tour de France dans ce domaine exceptionnel, avec des chercheurs de très très haut niveau. Et donc ça a été une séance magnifique. Donc merci beaucoup à Pascal et à son coordinateur, qui était le professeur Gamet, hein, de Lyon. Non, de Toulouse. De Toulouse. Ah, c'est ton collaborateur. Bravo. Voilà, donc merci beaucoup.